En fait, vous êtes le principal syndicat des chefs d'établissement. On va le dire comme ça. Vous êtes proviseur de la cité scolaire Buffon de Paris et vous êtes au contact des jeunes. Et c'est ça qui nous intéresse parce que, je vous le disais d'ailleurs en antenne, nous on parle de ces sujets-là, mais au fond on n'est pas confronté à ces jeunes. On ne les entend pas au quotidien. On ne les voit pas au quotidien. On ne mesure pas où leurs envies, leurs désirs ou même leurs inquiétudes. Surtout lorsque c'est mon cas, on n'a plus d'enfants à la maison ou de lycéens et collégiens. Donc vous pourrez évidemment nous éclairer. Mais Stéphane Clerget d'abord, psychiatre sur le profil du jeune auteur des coups de couteau. Qu'est-ce que vous analysez, qu'est-ce que vous voyez dans cet assassinat, ce meurtre, ce crime abominable? Bon, on a déjà beaucoup d'informations qui nous viennent notamment des lycéens qui le décrivent comme un adolescent refermé sur lui, communiquant peu, tenant des propos radicaux, décrits comme soi-disant dépressifs, en tout cas suicidaires. Et on a le manifeste de 13 pages, même s'il a été écrit plus ou moins par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il semble avoir validé. Et plusieurs éléments dans ce manifeste peuvent être interprétés comme délirants ou du moins proches d'une logique délirante sur le plan psychiatrique, même si le texte reste en apparence structuré. Donc il peut y avoir une idée un peu des idées comme ça structurées et pour autant une idée de persécution, un délire d'influence, une vision très manichéenne et totalisante de la société. Et une espèce de passage à l'acte qu'il avait annoncé, puisque 3 jours avant, il avait dit qu'il se préparait à une action d'envergure, coupant les réseaux sociaux. Donc finalement, on avait beaucoup d'éléments et on a l'impression qu'il justifie son passage à l'acte comme avec un peu une idéation sacrificielle pour alerter ou réveiller l'humanité. Donc c'est probablement un jeune qui souffre peut-être de dépression, mais en tout cas, il y a des éléments psychotiques importants et la question d'une schizophrénie se pose. Alors, cet adolescent était-il soigné? Était-il suivi? L'établissement était-il au courant de ses problèmes psychiatriques? Avait-on communiqué à l'établissement des signaux d'alerte? C'est-à-dire si l'adolescent se conduit de telle ou telle manière, il faut prévenir la famille, l'inviter à être hospitalisé. Ça, on n'a pas encore ces informations. Stéphane Clerget, qui est psychiatre et qui est avec nous sur Europe 1, il est à 11h15. Il y a une question qui est essentielle, monsieur Clerget, et vous êtes un professionnel. Est-ce que ce type de passage à l'acte est prévisible? Est-ce que s'il y a des professionnels qui sont exercés dans le milieu scolaire, est-ce qu'ils peuvent déceler une possibilité de passage à l'acte? Oui, tout à fait. Alors, les professionnels au sein de l'établissement ou en dehors, en sachant que les soignants en dehors peuvent signaler à l'établissement scolaire les signes de risque. Moi, c'est des choses que j'ai déjà pu faire. Il y a des signes, des symptômes psychiques préoccupants, comme des thèmes délirants ou paranoïdes, la conviction que tout est manipulé, évidemment des passages à l'acte antérieur, un repli social marqué, mais également des signes de radicalisation. Ce qui a été fait d'ailleurs, puisque les jeunes nous l'ont rapporté, la justification de la violence comme nécessaire, l'identification à des figures extrêmes, un langage idéologique intense et des signes de risque immédiat avec une planification concrète. On sait que 3 jours avant, il avait annoncé les choses, une rationalisation du passage à l'acte, des menaces directes ou indirectes, des messages alarmants postés en ligne. Donc tout ça, c'est des outils de diagnostic. Enfin, c'est pas des outils de diagnostic, mais ce sont des indicateurs de vigilance qui peuvent être utiles en contexte scolaire, médical ou familial. Mais c'est surtout le faisceau de plusieurs signaux qui doivent motiver une alerte. On parle beaucoup du malaise de la jeunesse et peut-être êtes-vous confronté dans votre cabinet privé à des jeunes gens qui viennent témoigner de leurs difficultés. Est-ce que vous diriez que ces jeunes gens, parce que l'adolescence est toujours une période difficile et elle est toujours source de questionnement, est-ce que vous sentez aujourd'hui quelque chose de différent d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans ? On ne peut pas affirmer qu'il y a 30 ans, les jeunes allaient mieux, mais les modes d'expression de la souffrance étaient différents.
et les modes d'encadrement, de prise en charge, d'éducation, les modes de vie des adolescents étaient différents. Ce qu'on observe en tout cas, c'est que de tout temps, les jeunes sont extrêmement perméables à, notamment, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, à la violence. C'est-à-dire que plus une société devient violente, plus les jeunes vont être finalement les indicateurs de cette violence et être aux avant-postes de cette violence et exprimer cette violence. Donc on peut considérer que si certains jeunes sont de plus en plus violents, ça peut être lié aussi à la violence sociétale d'une manière générale. Et puis, bien sûr, se pose la question de la prise en charge de la jeunesse aujourd'hui. On a l'impression que tout leur est dû. Finalement, est-ce qu'ils sont aussi encadrés qu'ils l'étaient autrefois ? Parce qu'en dehors des parents, qui prend en charge ces jeunes qui sont quand même assez souvent isolés devant leurs écrans. Donc c'est pas devant son écran qu'on va apprendre à régler les problèmes, à vivre ensemble, à négocier, à concerter quand on a une frustration. Donc oui, il y a des évolutions sociétales qui peuvent expliquer des passages à l'acte chez des adolescents psychotiques comme chez d'autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est adolescent psychotique qu'on va forcément être plus violent. Mais les adolescents psychotiques sont encore plus sensibles que les autres jeunes à la violence de l'environnement. Dernière chose, monsieur Clerget, le Covid, parfois, certains ont pointé la responsabilité du Covid. Ce jeune garçon était sans doute en 6e lorsque le Covid est arrivé en France. Il y a eu une période, effectivement, où les uns et les autres étaient enfermés, et notamment les enfants. Est-ce que ça a créé des conséquences que vous trouvez dommageables ? Ça se dit beaucoup, je n'adhère pas à cette hypothèse-là. Je trouve que c'est un petit peu facile de tout expliquer par le Covid, qui a effectivement entraîné un repli des jeunes à la maison. Pour certains, c'était un peu délétère. D'autres ont justement pu profiter d'échanges avec leurs parents, avec leurs pères notamment. Donc non, je ne dirais pas que le Covid est responsable de ces passages à l'acte-là. Je crois sincèrement pas que ce soit lié. Je pense que les problèmes sont multifactoriels et l'isolement pendant quelques temps n'explique pas tout et n'explique en tout cas pas les comportements psychotiques et la recrudescence des armes blanches qu'on observe depuis quelques années. Stéphane Clerget, psychiatre, merci d'avoir répondu à nos questions. Il est 11h19 sur Europe 1. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Avant d'être avec Bruno Bovkiewicz, qui représente les chefs d'établissement et qui est plongé, lui, au quotidien avec ses élèves et qui pourra témoigner avec le recul, parce que ça fait combien de temps que vous connaissez ces jeunes enfants, que vous êtes à leur contact ? 22 ans en tant que chef d'établissement et 30 ans à l'Éducation nationale. Donc c'est intéressant d'avoir du recul de 30 ans, parce que est-ce qu'un jeune homme de 15 ans en 1995 est le même qu'un jeune homme et une jeune femme de 15 ans en 2025 ? Avant cela, je voudrais qu'on écoute François Bayrou, Premier ministre, qui parlait hier de multiplier les contrôles. Cette menace perpétuelle ne doit pas être acceptée. Voilà pourquoi nous allons dès cette semaine réunir le groupe de travail que j'ai constitué il y a quelques semaines sur la volonté de bannir le port d'armes blanches dans les établissements et dans les lieux de rencontre pour les jeunes. Et puis nous allons multiplier les contrôles auprès des établissements scolaires. Port d'armes blanches ne peut pas être accepté dans la communauté scolaire. Nous avons une société à reconstruire, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur n'a pas utilisé d'éléments de langage, il n'a pas envisagé non plus ces sparadraps qu'on cite parfois, comme si un portique à l'entrée d'une école, quelques policiers autour d'un lycée ou la fouille des élèves changeait quelque chose. Je disais ce matin, pourquoi pas un numéro vert ? Écoutons Bruno Retailleau. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. C'est une question qui nous est posée collectivement, les familles,
l'école, la société. J'ai vu une prise de parole avec une certaine hauteur de vue, en tout cas avec des choses qu'on peut discuter. Il se place à un certain niveau. C'est, je le répète, c'est pas un portique qui changera quelque chose. C'est bien au-delà ce qu'il propose. Mais manifestement, tout le monde n'est pas sur cette longueur d'onde. Et Manon Aubry, notamment, la députée européenne de la France Insoumise. Écoutez-la. On a quand même Bruno Retailleau qui se comporte un peu comme un vautour, et moi j'ai pas envie d'être un vautour ce matin. Je pense qu'on est au moment du recueillement, qu'on est au moment aussi d'un peu d'unité nationale quelque part autour de ces jeunes et de ces adolescents. Il y a manifestement un problème psychiatrique, psychologique pour ce jeune. Il y a un sujet psychiatrique de toute évidence. Pour tout vous dire, je n'en peux plus de ces phrases, je n'en peux plus de ces éléments de langage qui justement sont là pour masquer la réalité, qui sont dans le déni et qui empêchent la discussion. Le mot vautour n'est évidemment pas adapté pour Bruno Retailleau. Il propose simplement une analyse sur la société et c'est son rôle, me semble-t-il, d'homme politique de produire de l'intelligence et en tout cas de la réflexion. Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes, pense comme Madame Aubry. Eh bien moi ce soir je ne ferai pas de politique. Je suis la maire de cette ville. Cette ville elle est endeuillée. La politique c'est un autre moment. Moi je suis d'abord dans la compassion à l'égard de cette famille, dans le soutien des habitantes et des habitants. Je crois que le moment n'est pas à la politique et je le dis parce que j'ai vu des responsables nationaux qui n'ont pas mis les pieds ici, qui ont tweeté de Paris, qui ont utilisé, qui ont instrumentalisé déjà. Alors oui, il y a des questions à poser, j'en pose une, la santé mentale de la jeunesse de ce pays. Ça fait partie des sujets. Posons les sujets de fond, mais la politique, c'est pas ce soir. Elle dit qu'elle fait pas de politique, elle en fait quand même, puisque précisément c'est un sujet de fond et c'est précisément faire de la politique que de parler de la santé mentale des jeunes gens. Alors, je le répète, ça fait 30 ans, Monsieur Bobkiewicz, je ne sais pas si je le dis bien, ça fait 30 ans que vous êtes avec des jeunes gens et cette santé mentale, elle nous interroge. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'un jeune garçon, une jeune fille de 15 ans est différente d'il y a 30 ans ? Alors c'est pas mon métier de pouvoir l'analyser d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, mais en tout cas dans le fonctionnement des établissements, on voit qu'on a effectivement une multiplication, une augmentation non négligeable de situations individuelles qui nécessitent une prise en charge et un accompagnement. Donc, alors moi je partage pas l'idée que le Covid n'y est pour rien. Hein, donc, en tout cas, ça a été un révélateur. Je pense que la question notamment des réseaux sociaux et des écrans prend une place considérable aujourd'hui dans le mal-être de certains. Hein, donc, et je crois que c'est un sujet dont l'école ne s'est pas encore suffisamment emparée aujourd'hui. Donc il y a l'axe effectivement à traiter, tout comme il y a l'axe de la sécurisation des établissements quand notamment la question de l'assassinat de Dominique Bernard est survenue et avec l'idée effectivement de travailler aussi davantage sur les questions de sécurisation. Mais il faut pas se tromper. Donc le portique n'aurait pas réglé la situation qu'on a vécue hier à Nantes. Pour que les uns et les autres nous comprenions ce que vous vivez au quotidien, si vous pouviez nous rapporter des faits de violence que vous avez vus et pour lesquels vous êtes intervenu en tant que principal, disons, ces dernières semaines. Oui, la vie quotidienne d'un établissement est marquée par des incidents de vie scolaire plus ou moins nombreux en fonction effectivement du secteur ou du type de population qu'on accueille dans les établissements. En ce qui me concerne, sur les dernières semaines, en l'occurrence il s'agit des semaines qui précédaient les vacances, on a eu plusieurs incidents qui nous ont amenés à prendre des mesures de type sanction ou prendre des décisions de la mise en place de conseils de discipline. Ça passe parfois par des violences physiques, on a une situation de harcèlement, on a des échanges vifs et de menaces sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui peut marquer donc le fonctionnement d'un établissement scolaire. Notre travail, c'est d'être évidemment à la hauteur et au rendez-vous et de convoquer les élèves, convoquer les familles et sanctionner ce qui doit l'être. Je me souviens, la figure du principal, lorsque nous étions enfants, c'était une figure d'autorité qui faisait peur aux élèves. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous entrez dans une classe, que les élèves d'aujourd'hui craignent l'autorité que vous représentez ?
J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'en perçois. Je cherche pas forcément à faire peur, mais en tout cas, l'idée c'est qu'effectivement chacun comprenne les responsabilités des uns et des autres. Et je crois que dans un établissement comme le mien aujourd'hui, ou dans les établissements parfois plus complexes que j'ai pu diriger, je pense à ces lycées de Seine-Saint-Denis que j'ai eu l'occasion de diriger il y a quelques années, il y a une autorité, un vrai respect pour les personnes. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, il y a évidemment des contre-exemples. Mais le lycéen, le collégien aujourd'hui continue à respecter son enseignant et son proviseur, puisque vous m'interrogez sur la fonction de proviseur. Sur les violences, est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles? Ou est-ce que la violence, comme on peut l'imaginer, elle est quand même plutôt du côté des jeunes garçons? Je suis pas capable de mesurer ça. Je crois qu'on n'a pas d'éléments statistiques d'ailleurs sur cette question-là. C'était les garçons qui se battaient dans les cours d'école il y a 40 ans. Oui, mais on a aussi beaucoup parlé à une époque de bandes de filles, notamment, qui avaient des comportements violents. Donc je suis pas en mesure de vous dire si ces attitudes sont genrées. En l'occurrence, j'ai pas d'éléments à vous donner. Je pourrais vous parler d'un ressenti personnel, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le jeune homme hier qui a donc tué et assassiné cette jeune fille, ce matin j'apprends qu'il est inapte à la garde à vue, mais il était apte à la vie scolaire. Alors encore une fois, c'est pas mon métier que de l'évaluer, mais c'est effectivement la question de l'identification potentielle des signaux qui auraient pu permettre d'éviter tout ça. J'ai bien entendu les questions que vous avez posées au psychiatre tout à l'heure. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens dans nos établissements ou dans l'environnement des adolescents, d'anticiper, d'avoir capacité à identifier ces situations pour éviter le pire? Mais ça vous est arrivé, par exemple, qu'un prof vienne un jour dans votre bureau et vous dise « Il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans ma classe et j'ai peur. Oui, j'ai peur qu'il puisse passer à l'acte. » Alors, pas avoir peur de passer à l'acte, mais en tout cas que des personnels viennent nous signaler des élèves qu'ils considèrent comme ne pas bien aller, nécessiter une prise en charge, oui. C'est notre travail. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là? Alors, on a capacité potentiellement, quand on a les moyens humains pour le faire dans nos établissements, à les faire rencontrer notre psychologue de l'éducation nationale. Qui sont dans l'établissement, les psychologues? Ça peut arriver, voilà. Malheureusement, mais il y en a, par exemple, à Buffon? Il y en a un peu, voilà. Mais il y a des psychologues qui ne font que ça. Alors, qui n'écoutent, qui sont là pour de l'éducation nationale, aujourd'hui, dans les collèges et les lycées, sont des personnels qui ont des compétences à la fois d'un point de vue psychologique, mais aussi sur la question de l'orientation. C'est ce qu'on appelait avant les conseillers d'orientation psychologique. Ils sont multifonctions. Voilà. Mais on a parfois des partenariats qui nous permettent de solliciter des psychologues qui vont pouvoir intervenir. Et surtout, la question, c'est le lien qu'on met en place avec les familles. Donc, et pouvoir alerter les familles sur la nécessité d'une prise en charge. Certains le feront immédiatement, d'autres ne vont pas forcément suivre les préconisations qui sont faites par les professionnels de l'éducation nationale. Bruno Bobkiewicz, qui représente donc les chefs d'établissement, il est également proviseur de la cité scolaire Buffon de Paris. On va être avec un auditeur dans une seconde. Une dernière chose, au début d'année, vous demandez les profils des jeunes élèves. Est-ce que vous savez tous deux? Est-ce que vous savez s'ils sont divorcés, si les parents sont divorcés, s'ils font tel sport, s'ils ont eu telle expérience dans d'autres domaines que l'école, domaine artistique, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de profil qui est fait de chaque élève pour avoir des renseignements personnels sur l'élève? Sur une situation classique, j'ai envie de vous répondre non. Par contre, quand on constate un problème, on est en capacité parfois de creuser un peu, effectivement, d'avoir quelques éléments complémentaires sur la situation personnelle de l'élève, notamment en rencontrant sa famille. Donc, effectivement, mais de façon classique, pour répondre de façon caricaturale, on n'a pas de fiche pour chacun de nos élèves accueillis.